On va évoquer dans un instant avec vous l'autre volet de l'avenir du pays qui serait la réforme. La réforme de l'État. Et vous avez un exemple passionnant qui, sans qu'il soit très médiatisé, occupe l'actuel président de France Travail. Mais, il y a bien quelque chose en préparation à Bercy. Ce sera une taxe anti-optimisation. Là, cette fois-ci, c'est pas les patrimoines. Alors, c'est les patrimoines. On vise pas les 100 millions d'euros, mais les 2 millions d'euros nets. Et on retrouve à peu près tous les éléments constitutifs de l'ISF d'avant, y compris les 30% d'abattement sur la résidence principale, avec l'objectif, c'est de générer 2 milliards d'euros, en plus des 3 milliards d'euros de l'IFI. Donc, de retrouver finalement exactement la recette de l'ISF lorsqu'on l'a coupé en deux en 2017 après l'arrivée d'Emmanuel Macron. Christian Saint-Étienne. Bon, quand il y a eu l'ISF, on a eu qui rapportait au maximum 4 milliards. On est monté à 4 milliards et demi, oui. On a pu calculer que l'ISF, par la fiscalité perdue sur les entrepreneurs qui avaient quitté la France, à peu près 40 000 entrepreneurs, tout ça, ça a été fait l'objet d'études et de travaux. 300 milliards d'épargne, mais d'épargne qui était investie en fonds propres, qui avaient quitté la France en quelques années. La fiscalité sur ces 300 milliards et sur les entrepreneurs, s'ils étaient restés en France, aurait rapporté une quinzaine de milliards. Donc quand on dit ça va rapporter 5 milliards, on ignore les 10 à 15 milliards de recettes fiscales qu'on aurait eues sur les gens qui sont partis. Donc on va refaire la même erreur. C'est toujours des mesures qui sont mises en œuvre par des gens qui n'ont jamais rien créé, jamais rien imaginé, et qui veulent donc, on revient à la taxe sur les poules aux œufs d'or, qui veulent taxer la poule aux œufs d'or en pensant que ça n'a pas de conséquences. Alors aujourd'hui, Milan est en plein boom. J'ai vu avec ça, des arrivées massives d'entrepreneurs français et de familles françaises qui vont s'installer à Milan. Pourquoi ? Parce que il y a un régime qui a été mis en place qui cape, c'est-à-dire qui met une limite supérieure à la fiscalité sur les gens qui s'installent. Mais ce qui n'a jamais été compris, et je voulais terminer par ça, c'est que moi je suis pas contre le fait de taxer les riches, mais je suis pour taxer les riches en faisant en sorte qu'ils restent. Pourquoi ? Parce que les riches dépensent. Et donc l'idée, c'est de taxer la dépense des riches. Les riches, c'est des gens qui créent des emplois. Deux, les riches, c'est des gens qui ont besoin soit d'un chauffeur, soit de personnel. C'est des gens qui vont au restaurant, c'est des gens qui vont au spectacle, c'est des gens qui s'habillent, c'est des gens qui vont dans les hôtels de luxe. Donc tout ça rapporte massivement par la fiscalité sur la consommation. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est taxer la dépense et pas taxer le revenu. Et si vous taxez la dépense plutôt que le revenu, et si vous faites venir les riches en France, vous aurez un boom économique extraordinaire. Pourquoi ? Parce que nous avons un avantage comparatif extraordinaire que l'on n'utilise pas, c'est que notre pays est très beau. Et donc, si vous avez une fiscalité attrayante, vous allez avoir une arrivée absolument massive de gens qui viendront profiter de la beauté de la France en dépensant massivement. Mais taxer la dépense plutôt que le revenu, c'est une démarche dynamique. Or, la pensée économique française, mais la pensée politique française est une pensée statique. C'est une pensée. J'ai mis 30 ans à comprendre ça, mais c'est pas grave. La pensée française, elle est statique et mécanique. La création de richesse, elle est dynamique et biologique. Mais la pensée dynamique et biologique n'existe pas en France. La pensée dynamique et biologique est exclue de l'enseignement à la fois politique, économique, alors que c'est la seule façon de sortir le pays de la mouise. Pour sortir le pays de la mouise, le ratio de dette au PIB, c'est un numérateur sur un dénominateur. Il faut contrôler la dépense pour réduire la dette, mais le meilleur moyen de sortir de la mouise, c'est de faire exploser le PIB. La France, avec une politique raisonnable, pas géniale, et surtout pas, quand on fait une analyse de toutes les expériences économiques qui ont réussi, c'est jamais un génie qui est à la tête. Un des meilleurs ministres de l'économie qu'on a eu, c'était un mécanicien de Loudun. Qui avait mis fin au contrôle des prix, qui s'appelait Monory. Donc il ne faut surtout pas quelqu'un de génial à Bercy, il faut quelqu'un qui a une connaissance de l'histoire économique, une connaissance des mécanismes de création de richesse. Et la France, retenez ça, si la France était gouvernée par des gens simplement raisonnables, elle serait à 4% de croissance.
C'est vrai qu'on a une capacité à fabriquer des fiscalités tue l'amour, qui est assez... Bon, je crois que Christian a bien résumé l'histoire. Et justement, il y a... on va dire que le débat budgétaire, il est déjà entamé. J'ai tous les 2 jours, j'ai ma petite solution, soit de baisse de dépenses fiscales, soit de fiscalité en plus. On vient encore de faire de la fiscalité, n'est-ce pas? Et vous avez un exemple que vous connaissez bien, Denis Père. C'est le travail que fait tranquillement, sans bruit, le président de France Travail aujourd'hui, pour essayer d'aller de l'avant et de transformer cette monumentale administration publique. Il s'appelle Thibaut Guilluy. Et que fait-il dont personne ne parle? Alors Thibaut Guilluy, il commence, donc attention, c'est le début, on n'a pas encore beaucoup de recul. C'est quelqu'un qui à la base est un entrepreneur social, c'est pas un haut fonctionnaire classique, donc c'est un entrepreneur que j'ai connu moi il y a longtemps quand il dirigeait Ares, qui est une société d'insertion, qui ensuite est rentré en politique et a rejoint Nous Citoyens. Alors c'était le mouvement que vous aviez créé à l'époque, en 2013-2014. Voilà. Donc il était vice-président de Nous Citoyens. Ensuite, il a rejoint Emmanuel Macron. Il est devenu délégué interministériel à l'insertion, donc qui était son domaine d'expertise. Et il a demandé à pouvoir diriger une administration en se disant, voilà, dans un ministère, j'arriverai pas à avoir assez d'impact. Par contre, à la tête d'une administration comme France Travail, j'arriverai peut-être à faire des choses qui ont du sens et en particulier à prouver qu'on peut faire plus avec moins. Donc c'est ce qu'il cherche à faire, effectivement, à la tête. Plus avec moins. Plus avec moins. Alors, en améliorant évidemment la dépense, la productivité, mais en améliorant aussi le service aux usagers, en améliorant aussi la qualité de travail, de l'environnement de travail des salariés. Il a vraiment ces 3 objectifs en tête et je pense qu'il est en train d'y arriver. Le programme de transformation qu'il a mis en place, qui repose sur 5 piliers, est très impressionnant et vraiment digne d'une multinationale qui cherche à améliorer ses coûts, sa productivité, sa qualité de service. Il a même un Net Promoter Score maintenant, un NPS pour France Travail. Il utilise beaucoup l'IA, il utilise beaucoup la tech, par exemple le text-to-speech, quand vous êtes face à un salarié de France Travail, vous venez renseigner vos informations, plutôt que d'avoir quelqu'un derrière un ordinateur, vous êtes en text-to-speech. Il utilise l'IA pour matcher les offres de travail avec les demandes de travail. Il travaille beaucoup, évidemment, sur la rémunération et beaucoup plus de rémunération au résultat. Il travaille aussi beaucoup sur la notion de ROI, de retour sur investissement, dès qu'un investissement est fait. C'est très, très impressionnant. C'est le tout début, il faut rester prudent. C'est pas facile parce que, effectivement, Christian parlait tout à l'heure de la pensée française qui est très rigide et très, je ne sais plus quel terme il utilisait, mais qui n'est pas très dynamique. Donc il a parfois du mal à démontrer les retours sur investissement qu'il amène. Par exemple, il se bat actuellement sur le sujet des ruptures conventionnelles, avec les abus en matière de rupture conventionnelle qui sont considérables, qu'on connaît. Des jeunes salariés qui ont une capacité à être réembauchés rapidement, mais qui partent faire le tour du monde ou à améliorer leur qualité de surf pendant 6 mois ou 1 an. Il est en train de savoir détecter ce type de situation pour éviter ces abus-là. La rupture conventionnelle, c'est 7,5 milliards d'euros. Les abus, c'est peut-être 20%. C'est peut-être un enjeu d'1,5 milliard d'euros. On ne sait pas bien parce qu'on ne connaît pas encore justement la quantité. Tout ce qui est abus est difficile à déceler, oui. Voilà. Et donc il travaille sur tous ces volets, à la fois la productivité, la qualité de service et les abus, bien sûr. Donc c'est très impressionnant. C'est le tout début. C'est une initiative personnelle, individuelle. On ne lui a pas demandé de le faire. C'est lui qui a décidé de le faire. Donc c'est pas facile, évidemment. Mais il faudrait beaucoup plus d'initiatives de ce type-là. Il faudrait des démonstrateurs, des pilotes dans toutes les administrations, également dans l'éducation, dans la santé. Dans la santé, on sait qu'on a des enjeux énormes de dépenses administratives qui sont colossales, qui sont très nettement supérieures à ce qui se passe dans d'autres pays. On est à 35% de frais de coûts administratifs quand le reste de l'Europe en moyenne est à 24. On a pratiquement 10 points d'écart. On a des structures administratives qui sont pléthoriques. Eh bien, il faudrait dans les hôpitaux publics démarrer des initiatives similaires avec des Thibaut Guilluy qui prennent la tête d'hôpitaux publics et qui essayent effectivement de démarrer des pilotes et d'améliorer la situation. C'est ça la solution. C'est la seule solution. C'est compliqué, ça prend du temps. C'est pas du tout la culture de l'État français. Il faut une culture managériale, organisationnelle, qui n'existe pas du tout au sein de l'État français, donc ça ne peut être fait que par des gens qui viennent de l'extérieur, probablement en binôme avec des hauts fonctionnaires qui connaissent la machine, bien sûr aussi, et ça prend du temps, donc ça ne va pas être immédiat, on ne va pas trouver les 40 milliards ou même probablement les 200 milliards dont on a besoin tout de suite, mais il faut absolument commencer maintenant pour que ça finisse par payer un jour. Et si on commence ça maintenant, et qu'on va expliquer d'ailleurs aux créanciers du pays qu'on a initié ces démonstrateurs, ces pilotes dans toutes les administrations, on nous donnera le temps. Par contre, face aux créanciers du pays, voir que la seule solution, c'est toujours plus de
fiscalité, toujours plus d'impôts qui assomment l'économie et qui assomment bien sûr les rentrées fiscales, eh bien les créanciers vont à un moment donné ne plus y croire et ça va s'arrêter et on arrêtera la fête. Et donc il faut commencer dès maintenant à multiplier les initiatives du type de celle de Thibaut Gulli, mais qui a pris cette initiative tout seul encore une fois et qui n'est pas tellement soutenue aujourd'hui malheureusement. Waouh. Qui donne des raisons d'espérer, n'est-ce pas? Mais on espère la réussite pour que justement, les meilleures pratiques pour pouvoir diffuser les meilleures pratiques, ces obligations de résultats, d'avoir des objectifs, de mesurer les objectifs. Et alors, ce qui est intéressant, ce qu'il dit aussi, c'est que les personnels le suivent. Je me demandais justement. Il y a une volonté de la plupart des personnels, parce que les personnels, ils n'en peuvent plus. D'abord, ils n'en peuvent plus d'être mal perçus par les usagers, par les citoyens. Ils n'en peuvent plus non plus d'avoir des outils qui sont antédiluviens, une bureaucratie qui est démentielle, qui complexifie leur travail. C'est vrai à France Travail, mais c'est vrai aussi dans les écoles. Vous demandez à n'importe quel directeur d'établissement, à n'importe quel enseignant même, vous avez une bureaucratie d'une lourdeur invraisemblable. Dans les hôpitaux aussi. Les infirmières s'en vont parce qu'elles doivent remplir des tonnes de paperasse. C'est-à-dire que les usagers en première ligne, ils sont demandeurs de ces réformes. Ils n'attendent que ça. Et on ne fait rien. On ne fait rien. Il ne se passe rien. Je vous écoutais et je me disais, mais alors l'histoire est fascinante. En plus, objectivement, France Travail, c'est un mastodonte. 55 000 personnes. Voilà, imaginons qu'on dise à la PHP, tiens, vous allez prendre exemple sur ce que fait le président de France Travail. Oui. Alors après, l'éducation nationale, là, on est sur 1 300 000 agents. C'est des enjeux énormes. Énorme. Oui, allez-y, Christian Saint-Etienne. Je voulais que vous précisiez juste, je pense que je sais ce que c'est, mais text-to-speech. Parce que j'y pensais quand vous parliez des infirmières, c'est-à-dire que si on l'appliquait aussi, donc vous le reprécisez en une seconde. Text-to-speech, c'est quand vous êtes face à un interlocuteur, votre discours est capté par le système et on remplit un formulaire directement. Voilà. Après, on le relit. Après, on le relit, évidemment, mais ça va très vite pour corriger les éventuels. Et on imagine l'infirmière qui pourrait faire la même chose. Au lieu de remplir après l'acte, elle pourrait, pendant qu'elle fait l'acte, dicter en même temps ce qu'elle fait. Et donc, tous les papiers seraient mis en œuvre en même temps. Et de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle est une vraie opportunité. Un levier considérable. Voilà, c'est vraiment un levier. Oui, allez-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai été haut fonctionnaire international au Fonds monétaire international. J'ai été professeur des universités jusqu'au sommet de la hiérarchie et j'ai toujours une activité d'entrepreneur. Je voudrais dire la chose suivante, et par ailleurs j'ai des enfants et je me suis impliqué dans les écoles de mes enfants. Je voudrais dire quelque chose sur le personnel de l'enseignement. 80% du personnel de l'enseignement, ce sont des saints héroïques. Oui. C'est-à-dire des gens qui veulent vraiment faire en sorte que l'éducation des enfants soit portée au mieux, que dans l'enseignement supérieur, les chercheurs, les enseignants essayent d'être au mieux des techniques et des recherches, ainsi de suite. Et à l'inverse, vous avez 10% de gens qui sont des gens qui bloquent toutes les initiatives, qui sont dans les hiérarchies, qui découragent les gens. Et le problème, donc Denis Père a utilisé une expression monstrueuse tout à l'heure, puisqu'il a dit qu'il n'y avait pas de culture managériale et organisationnelle. Ce sont des gros mots dans le système public. Mais si on crée une culture managériale et organisationnelle, mais les 80% de gens qui veulent bosser et qui ne supportent plus les 10% parce qu'ils sont avec eux, qui bloquent le système, mais ils adhéreraient totalement. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que transformer le système, c'est pas si difficile que ça. On aura très vite l'adhésion d'une majorité. On peut embarquer une majorité. Donc le discours antifonctionnaire n'a pas de sens en réalité. Et d'ailleurs, le seul discours qui tient, c'est comment on fait pour introduire une culture managériale et organisationnelle qui permette, au fond, de faire grandir les millions de fleurs qui sont dans la fonction publique. Mais l'exemple de Thibaut Gulli à France Travail est un cas pratique du fait que c'est possible. Et d'ailleurs, Denis me rappelait que c'est lui qui avait été à l'origine de l'idée des 15 à 20 heures d'activité obligatoire pour les bénéficiaires du RSA.
Intuitivement, on se dirait que les agents publics vont évidemment dire non à ce type de transformation, alors que c'est l'inverse. Intuitivement, on se serait dit, les bénéficiaires du RSA vont dire non. Et en fait, c'est exactement les retours de terrain, c'est exactement les 10% de crétins vont tout faire pour dire non, l'IA c'est mauvais. C'est ça, mais c'est intéressant, on retrouve ces 10%. Sur effectivement le RSA, vous avez 91% des bénéficiaires qui sont d'accord, qui trouvent que c'est intéressant. Oui, parce qu'on les aide à se réinsérer, effectivement. Parce que ces 15 heures, elles sont dédiées, effectivement, à les aider à se réinsérer réellement. Mais vous avez 9% qui sont contre. Et les 9% qui sont contre, c'est à peu près les 9 à 10% dont parlait Christian, qui sont les gens qui abusent. Et en plus, les journalistes vont faire plaisir en allant interviewer les 9 à 10% qui sont contre. Ça, quelquefois, effectivement, la presse a tendance à donner la parole au cas isolé qui donne l'impression d'une généralité. Alors, Thibaut Gulli, il utilise une expression aussi pour désigner ce sujet en général. Il parle de la tragédie de l'exécution. La tragédie de l'exécution, et je trouve que c'est une bonne expression, je pense qu'on la réutilisera. C'est vraiment ça le problème du pays aujourd'hui, c'est rien d'autre. C'est quand vous regardez la situation, dans tous les domaines, les politiques publiques échouent aujourd'hui malheureusement systématiquement, l'éducation, l'hôpital, le régalien. Le régalien, on est dans la tragédie de l'exécution. C'est-à-dire les OQTF qui ne sont pas respectés, qui ne sont pas mis en œuvre, etc. On voit bien, et ça devient un enjeu politique, un débat politique évidemment majeur, avec un focus, on sait très bien de qui, sur ces sujets-là. On voit bien qu'il y a un drame de l'exécution. Et donc, il faut traiter ce drame de l'exécution. Ouais. L'expertise existe, elle existe partout en France, dans le privé. Il faut aller chercher cette expertise et la combiner avec l'expertise publique, et les résultats sont exceptionnels. Vous parliez de dynamique biologique tout à l'heure, c'est ça ? Biologique, ça veut dire que c'est l'individu ? Dans le mot biologique, vous mettiez quoi ? Ça veut dire que l'économie, c'est une projection sur le futur à partir d'une prise de risque, et ça se construit au quotidien par des millions de petites décisions qui doivent être organisées par effectivement une culture managériale et organisationnelle d'efficacité. Donc là, en France, l'exemple même, c'était les 35 heures où on a dit si on réduit le temps de travail de 10%, on va créer 10% d'emplois de plus, de telle sorte qu'on s'attendait à créer entre 2,5 millions et 3 millions d'emplois. Alors que toutes les études, y compris par des fondations de gauche, montrent que les 35 heures ont créé instantanément à peu près 220 000 emplois, c'est-à-dire 10 fois moins. C'est la même histoire que pour les yachts de luxe. Chaque fois qu'on a des visions mécaniques, on détruit ce tissu de création de richesse. Mais l'autre point qu'on peut évoquer sur la France, c'est que il y a plusieurs études qui ont été faites aux États-Unis sur qui sont les chercheurs de l'IA chez les 3 grands des GAFAM. Les GAFAM sont 5, mais les 3 grands qui travaillent actuellement massivement sur l'IA. Aux États-Unis, les chercheurs chez les 3 grands sont entre 10 et 30% d'origine française. Oui, je sais. Je n'avais pas le chiffre, mais je sais qu'ils sont très présents. Les ingénieurs français sont très prisés sur Pourquoi ? Parce qu'on a encore des restes de culture mathématique qu'on a plutôt essayé de dégommer plutôt que de l'enrichir, passons. Mais donc, si vous menez une politique favorable au développement économique, vous aurez une France qui va boomer. Et je voulais rebondir sur ce que disait Denis Père tout à l'heure. Si on avait mis en place la taxe Zuckman, le type qui a créé Mistral AI était en faillite. Oui, c'est ça. On donne souvent l'exemple et c'est un exemple très parlant. Alors, puisque la classe politique est nulle, si vous voulez, il y a un moment où il faut poser la question de la nullité de la classe politique. Pourquoi on a perpétuellement comme seule réponse à tous les problèmes d'aller tondre les gens qui créent la richesse ? Parce qu'on parle des riches, les riches ça n'existe pas, c'est des gens qui créent la richesse en fait. C'est pareil que j'ai vécu 6 ans dans le monde anglo-saxon, là-bas on ne dit pas les impôts ou l'argent de l'État, une subvention de l'État, on dit taxpayer money, c'est-à-dire l'argent des contribuables. Quand vous écoutez la radio ou la télé et que vous dites on a donné 200 millions d'argent des contribuables, vous écoutez mieux que quand on dit 200 millions de l'argent de l'État. Parce que l'État, c'est une entité infinie, divine, très loin,
ce qui touche de l'argent de Dieu. Bon. Donc, si vous développez cette culture entrepreneuriale en France, en plus, on a démontré qu'elle existe, puisque avec les petites entreprises qu'on a créées, on a une culture, on crée 900 000 entreprises par an, qui ne se développent pas toutes, mais donc on a une culture entrepreneuriale, on a un pays exceptionnel, mais il faut changer la constitution de la classe politique. Oui, allez-y, Isabelle, et puis après on fera les énergies en 2 mots, parce que je voudrais bien avoir l'avis de Denis. Ce que je trouvais très enthousiasmant et en fait porteur d'espoir, c'est de se dire, une fois qu'on lève le couvercle, eh bien en fait il y a beaucoup d'envie. Il y a beaucoup de dynamique qui peut se mettre en place, et ça c'est probablement ce qu'il faut retenir de ce type d'expérience. C'est plutôt encourageant au lieu de se flageller constamment. Oui, et pour avoir encore plus d'envie, je pense qu'il faut peut-être donner aux salariés qui vont contribuer à ces améliorations une partie de l'économie, 5 à 10%, sous forme de salaire variable, lié à des objectifs qualitatifs et quantitatifs, bien entendu, faire rentrer aussi cette culture-là, mais partager une partie, effectivement, des gains, plutôt que de n'avoir aucune augmentation. Le salaire de Thibaut Gulli, ces dernières années, il a baissé tous les ans. Le type, il fait un travail remarquable, mais ils ont baissé son salaire tous les ans de pratiquement 10% en 3 ans. Donc, on en est plutôt là aujourd'hui. Et puis, sur la culture entrepreneuriale, déjà, aller au Bourget, j'invite les gens à aller au Bourget, parce que c'est vivifiant de voir toutes ces petites entreprises, start-up, y compris dans la défense, dans l'aéronautique, qui émergent. Allez vous balader dans les territoires. Dans les territoires, il y a toujours des pépites de petites entreprises, et c'est celle-là qu'il faut effectivement accompagner. Mais l'histoire que vous racontez sur France Travail me rappelle un petit peu le parcours assez exemplaire de Nicolas Dufourcq à la tête de BPI, qui venait de Capgemini et qui a su résister à tous les travers de l'administration pour piloter une vraie banque aujourd'hui qui a pris une place absolument essentielle dans la vie des chefs d'entreprise. Enfin, globalement, être labellisé BPI, ça aide à lever des fonds, pour être... en un mot, parce que je voudrais... Non, mais en un mot, il faut savoir qu'on a 40% de fonctionnaires à l'Assemblée nationale. Oui. Alors que c'est 20% de la force de travail. Il existe, juste pour dire qu'il n'y a pas besoin de faire des révolutions massives, il faut simplement reprendre une mesure qui existe en Angleterre. Quand un fonctionnaire veut se présenter politique, il doit démissionner avant de se présenter. Quand il est candidat. Donc si on ramenait la part des fonctionnaires à l'Assemblée à 20%, et en plus, je pense qu'une grande partie des fonctionnaires de l'Assemblée, c'est pas les fonctionnaires des 80% dont je parlais tout à l'heure, mais je pense qu'il y en a une partie très significative qui vient des 10% qui foutent le système en l'air. Le départ de la fonction publique impératif en cas de candidature, en cas de campagne d'élection, c'est redoutablement efficace. Il me reste combien de temps? Parce que là, le chrono ne marche pas. Est-ce qu'on peut me dire combien de temps j'ai? Combien vous dites 4 minutes, c'est sympa. Non, 4 minutes. Parce que hier, les députés ont approuvé donc, un amendement dans la proposition de loi sur le futur énergétique. Allons-y sur le nucléaire. Et on s'est posé une question, et notamment qui a été remise au sommet de la pile par la panne ibérique. Est-ce qu'il y a un bon mix entre ce qui vient du soleil et du vent et ce qui vient du nucléaire? Parce qu'on a supposé que c'était un excès d'énergie renouvelable en Espagne qui pouvait expliquer les difficultés qu'ils ont connues. Oui, je pense qu'il faut un mix. Il est inévitable. Il n'y a pas de technologie parfaite. Le nucléaire a beaucoup d'avantages, en particulier surtout le fait d'être pilotable. Par contre, c'est coûteux, ça prend du temps à être développé. Et puis, il y a tous les enjeux qu'on connaît bien sur la sécurité, les déchets, la dépendance aux pays producteurs d'uranium, qui ne sont quand même pas toujours des pays amis, etc. Les risques de corrosion sous contrainte. On voit bien que ce n'est pas parfait. Les renouvelables non plus ont des inconvénients aussi, mais ont aussi des avantages. Le soleil, ça coûte rien, le photovoltaïque, ça coûte rien, l'énergie photovoltaïque coûte de moins en moins cher. Après, le potentiel est limité, bien sûr aussi, on ne peut pas mettre des panneaux photovoltaïques partout, et puis il faut apprendre à gérer l'intermittence, effectivement, des renouvelables. Et il est probable, effectivement, que le blackout espagnol, il soit lié à un problème de trop de photovoltaïque, avec un problème, moi, que je connais bien, que je vois aux Antilles, en particulier en Martinique, que DF SEI, l'entité qui gère les îles, sait gérer aujourd'hui. Quand vous avez trop de photovoltaïque, alors c'est très précis, c'est tous les dimanches et jours fériés entre 13 et 15 heures, qu'il y a peu de consommation en face parce que les gens sont à la plage, donc il y a peu de consommation d'air conditionné. Il y a un excès. Il y a un excès de photovoltaïque, il n'y a plus assez d'inertie sur le réseau, il n'y a plus assez de machines tournantes parce que le photovoltaïque est prioritaire, donc les machines tournantes thermiques classiques s'effacent, et donc EDF est obligé de redémarrer des centrales thermiques au fuel classique aujourd'hui pour redonner de l'inertie. Alors nous, on préconise de le faire avec des steps, donc de l'eau en circuit fermé, des turbines hydroélectriques, c'est beaucoup plus malin, beaucoup moins coûteux que de démarrer les centrales thermiques au fioul, et évidemment
votre moins métier. polluant. Donc ça, c'est mon métier. Et ça va probablement se faire bientôt, on l'espère. C'est pas gagné parce que pour l'instant, le raccordement de notre installation en Martinique n'est pas garanti. On n'a pas trouvé de solution encore avec EDF SEI. On espère qu'on va la trouver avec eux très bientôt. Mais donc, on n'y est pas encore. Mais on connaît très bien le problème. Il est parfaitement connu et on sait le gérer. Et donc, il est probable, effectivement, que les Espagnols étaient confrontés à cette situation. On voit bien que gérer l'intermittence, c'est complexe, ça nécessite du travail, des investissements. Et donc, il faut faire évidemment des comparaisons avec des coûts complets. Il ne faut pas juste dire le photovoltaïque coûte rien. Non, il faut aussi mettre derrière, effectivement, des moyens pour gérer l'intermittence, renforcer les réseaux aussi, probablement, et faire ensuite une comparaison équitable globale, effectivement, par rapport au nouveau nucléaire, et pas juste comparer à l'ancien nucléaire, évidemment. Il y a aussi ce biais-là qu'on voit très souvent. Mais le nucléaire, ça ne coûte rien. 40 € du mégawattheure. Non, attendez, le nouveau nucléaire, ça coûte quand même beaucoup. Beaucoup plus cher. C'est plutôt 120, 130, 140 €. Bon, donc il faut faire des comparaisons honnêtes de chaque côté et faire des équilibres et dire voilà, de toute façon on n'a pas le choix, il faut probablement les deux, il faut marcher sur deux jambes. Après, exactement la proportion, c'est compliqué à dire aujourd'hui, mais il faut évidemment du nucléaire et il faut évidemment des renouvelables. La Commission de régulation de l'énergie avait, juste au moment de l'histoire de l'Espagne, indiqué qu'il faudrait probablement réduire la part des ENR, mais il n'y a pas de pourcentage effectivement idéaux. Moi, comme je suis toujours prêt à apprendre, Denis, vous êtes capable d'expliquer en quelques secondes l'histoire de l'inertie. L'inertie, en fait, si vous avez des machines tournantes, il faut des machines tournantes sur le réseau qui amènent de l'inertie, qui permettent de maintenir la fréquence à 50 Hz. L'inertie, c'est vous avez des machines tournantes qui permettent de maintenir la fréquence à 50 Hz. C'est uniquement ça. Et si vous n'avez pas assez d'inertie sur le réseau, vous ne maintenez pas votre fréquence à 50 Hz, vous décrochez et vous partez en blackout. Pour simplifier en une minute. Et c'est probablement ce qui s'est passé en Espagne. Probablement. C'est pas sûr, mais c'est probablement. On a fini. Alors juste pour vous... Et donc 7 morts quand même derrière. Oui, c'est pour vous rappeler que l'ERN, hier, a profité d'un hémicycle. D'ailleurs, je suis frappé, j'ai l'impression qu'il y a très peu de monde dans l'hémicycle en permanence. Mais bon, ils ont réussi à faire voter le redémarrage de Fessenheim. Hier, le Rassemblement national, parce qu'il y avait très peu de députés. Eux, ils ont battu le rappel. Tout le monde revient. Et c'est passé. Bon, fermé définitivement en 2020. On n'a pas le temps, je ne suis pas assez spécialiste pour savoir si on peut faire repartir comme ça une centrale. La réponse est énorme, mais en revanche, il reste un site. Oui. Sur ce site, on peut faire des choses extraordinaires. Merci à vous trois, Isabelle Job-Bazile, Denis Père, Christian Saint-Etienne. Si vous voulez avoir foi en la réforme de l'État, vous réécoutez la deuxième partie de l'émission avec l'exemple de France Travail notamment. On se retrouve demain à 9h.